Bon, je crois que c'est une journée qui est extrêmement dense et donc, il faut pas qu'on perde de temps. On m'a dit aussi qu'il fallait que je sois court pour rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a plein de choses qu'on doit échanger, qu'on doit se dire. Alors moi je suis Christophe Leroux, je suis le nouveau directeur d'IMT Atlantique. Je dis nouveau parce que j'ai pris mes fonctions il y a 2 mois. Alors à un moment il faudra que j'arrête de dire nouveau, mais pour l'instant je peux encore le dire. Et en tout cas comme c'est la première fois que j'interviens dans ce forum, dans ce lieu, je peux dire que je suis encore nouveau. Vous êtes plus de 300 inscrits. Donc physiquement, et puis il y a une retransmission en direct pour toucher un maximum de personnes. Et donc je vous souhaite la bienvenue sur le campus de Brest, dans un lieu qui est assez sympa. J'espère que la brume va se lever et que vous pourrez bénéficier de la vue qui est superbe. Alors, c'est un moment important. C'est une date importante pour le forum, c'est la 10e édition. Le forum, il a lieu tous les 2 ans. Il a été créé en 2004, donc ça fait 18 ans. Donc 10e édition, 18 ans. On en parlait hier, c'est le problème des bâtons et des intervalles. Donc ça ne fait pas 20 ans, ça fait 18 ans, mais c'est quand même la 10e édition. Et ça reste évidemment une manifestation de référence autour des pratiques collaboratives. Il a, dès son origine, été organisé à l'école. Et donc, moi, je suis ravi de prendre la succession de mes prédécesseurs pour vous accueillir. Cette année est aussi un peu particulière parce que nous avons réussi à coupler 2 choses. Le forum lui-même et l'école d'été d'IMT, du groupe IMT. J'accueille sa directrice générale, Odile, qui a décidé de tenir notre école d'été. Et donc vous avez dans la salle à la fois des membres du forum et des représentants de l'ensemble des écoles du groupe IMT. Et l'école d'été, elle a pour thème les questions liées aussi à la transition énergétique et sociétale, puisqu'il s'agit de réfléchir à la thématique sur enseigner à l'heure du changement climatique. Et ça fait complètement résonance avec le thème du forum qui est celui de la convergence des transitions. Donc le thème de ce 10e forum, il résonne effectivement avec toute la réflexion qui est conduite en ce moment au sein de l'IMT et au sein des écoles. Les 2 événements, le forum et l'école d'été de l'IMT, vont partager un certain nombre d'événements, notamment les conférences plénières. Et l'idée, c'est aussi qu'on puisse échanger au maximum, que vous puissiez échanger entre vous. Ça me semble absolument important. Alors, la convergence des transitions, c'est un sujet sensible, important. On est dans un monde qui a été confronté à plusieurs crises qui sont enchaînées, qui s'enchaînent. La crise du Covid, la crise climatique, la crise énergétique, les crises internationales que malheureusement nous connaissons. Et ça nous interpelle. Et ce sujet aussi des convergences des transitions, c'est quelque chose qui résonne. Je parlais de la résonance entre l'école d'été et le forum, mais ça résonne aussi avec nos ambitions, en tout cas les ambitions d'IMT Atlantique, puisque justement nous travaillons sur ces transitions énergétiques, transition numérique, transition climatique. Et notre ambition, vous le savez, au sein d'IMT Atlantique, c'est de préparer la nouvelle génération d'ingénieurs et de scientifiques qui sera apte à relever des défis complexes, de travailler sur les thématiques comme celle du réseau, sur des thématiques et des problèmes multidimensionnels, et de faire de nos scientifiques et des ingénieurs que nous formons des acteurs du changement du monde, mais des acteurs responsables. Et c'est bien de ça dont il s'agit dans la discussion que vous allez avoir aujourd'hui. Alors moi, on m'a présenté le forum, je comprends que c'est une vraie dynamique
qui s'est installé autour des questions sociétales. C'est une ouverture large sur un public large. Et puis, c'est un moyen de toucher, pour nous, écoles, un public diversifié, puisque on va vous parler, on va travailler avec la société civile, on va travailler avec les acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire, avec des services publics locaux, y compris dans le monde de l'éducation, évidemment, qu'on connaît un peu mieux. Pour moi, c'est important parce qu'une des vocations des écoles, c'est aussi d'être des infrastructures qui rayonnent, infrastructures de recherche, infrastructures d'enseignement supérieur, mais de rentrer en discussion, de faire rayonner notre excellence scientifique, notre excellence technique, et que ça bénéficie à l'ensemble de la société civile. Donc vraiment, je voulais dire que le sujet des convergences, ça rejoint aussi un exercice stratégique qui est en train d'être conduit à la fois par l'Institut Mines Télécom et l'ensemble des écoles du groupe, et en particulier par IMT Atlantique. Nous sommes en train de travailler à notre stratégie pour les années à venir, pour les années 2023 à 2027. Et évidemment, parmi nos axes stratégiques, on a les sujets de la transition énergétique et sociétale. Et donc, les échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui vont aussi nous permettre d'alimenter notre réflexion. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que le fait d'ouvrir, le fait de réfléchir ensemble, c'est une richesse qui va nous permettre de nous alimenter. Voilà, donc ce forum, c'est un inspirateur de pratiques collaboratives. Vous allez vivre 3 jours qui vont être, je l'espère, extrêmement riches. Enfin, en tout cas, j'en suis convaincu. Vous allez vous rencontrer, vous allez discuter, vous allez parler de pratiques nouvelles. Et le faire ensemble me semble absolument fondamental. Je sais qu'il y a déjà eu un off, je ne sais pas comment on le présente, hier soir, pour échanger. Au sein de l'école d'été, il y a eu aussi des travaux qui ont commencé hier soir. Je pense que c'est bien parti et ça augure de réflexions très, très positives et très riches dans les jours à venir. Voilà, merci à tous de votre engagement. Je crois à l'importance d'associer toutes les dynamiques. Je voudrais remercier en particulier Jean-Marie Gilliot et Michel Briand qui sont là, qui ont travaillé extrêmement intensément pour préparer cette journée. Voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes des journées productives et très intéressantes. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je vais tâcher d'être bref. Je me présente Ronan Pichon, je suis élu délégué au numérique à Brest, à la ville et à la métropole. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de lancer cette 10e édition du Forum des usages coopératifs. Donc, je tiens à remercier l'IMT Atlantique qui nous accueille comme tous les 2 ans depuis 18 ans maintenant et qui nous permet d'avoir ce cadre extraordinaire pour 2 jours et demi, 3 jours de travail, d'échange et de pratiques coopératives et collaboratives. Juste un mot pour dire que le forum des usages est une machine qui est bien rodée aussi maintenant, mais qui repose beaucoup sur la capacité des acteurs de s'impliquer. C'est ce qui permet la richesse du programme qui vous a été distribué. Vous pouvez voir l'ensemble des participantes et des participants qui se sont portés volontaires pour porter une session, un atelier, une conférence. Et c'est ces moments-là qui font la richesse et la force du forum. Et c'est aussi avec un grand plaisir qu'on se retrouve après 4 ans d'absence, puisque la 9e édition, à cause du Covid, n'a pas eu lieu en fait. Donc c'est important de pouvoir montrer qu'on continue, que la machine est une machine résiliente. Comme je le dis, elle repose sur la communauté des intervenantes, des intervenants, des participantes, des participants qui ont aussi manifesté
l'envie et le plaisir de pouvoir se retrouver après quelques années d'absence. Et puis je terminerai, parce qu'on ne va pas refaire la thématique à la fois du forum et puis le croisement bienvenu cette année avec l'école d'été de l'Institut Mines Télécom, donc qui permettra d'avoir des échanges, je l'espère, encore plus riches et plus variés que lors des éditions précédentes. Mais je voudrais quand même terminer, et avant de laisser la place aux conférenciers, saluer les personnes qui, depuis des semaines, depuis des mois, ont pris en charge l'organisation du forum, qui font en sorte que ce forum se tient dans de bonnes conditions, qui vous accueillent, qui vous auront accueillis, qui sont là pour vous aider éventuellement dans les questionnements que vous pourriez avoir, les questionnements pratiques. Donc je vais les appeler à venir juste se présenter. Enfin, vous les avez vus à l'accueil pour la plupart, mais juste, voilà, Patricia, Florence, Maëva, Aurélie, Sarah. Alors il y a Christophe aussi, mais Christophe il est resté à l'accueil, parce qu'il faut assurer la permanence. Et puis Elisabeth, qui, voilà. Donc c'est grâce à elle, et puis c'est grâce à Christophe qui fait la permanence que la machine tourne année après année, et que vous êtes accueillis, bien accompagnés. Et je tiens à les remercier, parce que ça n'a pas été facile de reprendre le flambeau, de reprendre le métier sur ce forum. Il y avait toujours des incertitudes, c'est à chaque fois une aventure, et je vous remercie pour la qualité et la quantité du travail fourni. Merci à vous. Et maintenant, je laisse la place... Ah oui, d'accord, je laisse la place à Anne Monnier. Qui laisse la place Merci. S'il vous plaît, Carole Balavoine, ingénieure agronome de formation, qui a choisi d'enseigner à la maternelle depuis plus de 13 ans. Et Julien Dossier, qui est créateur de la fresque de la Renaissance écologique, consultant aussi en stratégie des transitions depuis 15 ans, et qui enseigne dans les études supérieures. Merci à vous. Merci Anne. Alors notre thème aujourd'hui est d'une brûlante actualité, enseigner la transition. Et on pourrait résumer notre cahier des charges pour rappeler ce qui se passe dans l'actualité. Une marche entre chaud et bouillant était prévue il y a 3 ans. Elle a été annulée pour cause de canicule. Et ce n'est pas une fake news du Gorafi, mais l'information fournie par France 3, Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes dans la dystopie, nous y sommes. Et pour alléger ce fardeau, nous avons aussi l'expérience concrète de l'enseignement de la transition. Je te laisse expliquer cette photo, Carole. Oui, bonjour. Donc moi, je suis ingénieure agronome avec une culture assez large de l'industrie, mais pour des raisons de santé notamment. J'ai changé de direction et aujourd'hui, je suis directrice d'une école maternelle de 2 classes à Vannes. Je suis très engagée pour développer les transitions socio-écologiques auprès de mes élèves, mais aussi auprès des étudiants, en fait, sur le territoire au niveau associatif. Donc moi, j'observe depuis quelques années, depuis 6 ans, les modes de vie des familles. Et j'observe vraiment une grosse perte de repères sur tout leur environnement de santé. Je vois des régimes alimentaires très dégradés qui vont vers des régimes très industriels et très dégradés en termes de quantité et de qualité. Typiquement, un pique-nique il y a 2 semaines, pâtes, frites, 2 paquets de chips. Typiquement 2 jus, 4 desserts pour des enfants de 3-4 ans. Un hamburger froid avec un steak haché mi-cuit. Donc ça, c'est pas une anecdote, hein, c'est des choses qui se répètent. Les chips, c'est vraiment un goûter typique. Voilà. Donc c'est dans une école de centre-ville. J'observe des dégradations au niveau de la relation parentale. Aujourd'hui, les berceuses, les livres dans les milieux défavorisés ont été remplacés par les écrans. Donc on a des enfants qui développent des troubles du comportement très très importants. Ça a de lourdes conséquences sur la santé. Donc sur 6 ans, je suis déjà à 3 élèves à qui on a dû arracher des dents parce que
les enfants ont les dents pourries ou en maternelle. Hein. Donc, on a des besoins physiologiques qui ne sont pas acquis. On a aussi des enfants qui ont des troubles du comportement massif, des enfants qui se frappent la tête parce qu'ils découvrent la frustration arrivée à l'école, des enfants qui refusent le regard, des enfants qui ne développent pas le langage, qui sont à 5-6 ans, qui ne savent pas faire une phrase entière. Et donc, quand tout ça s'est cumulé, quand on cumule une mauvaise alimentation, du mal logement, de la sédentarité, une absence de cadre, une pauvreté des liens sociaux, parce que c'est vrai que les services de PMI, les services du handicap le disent depuis le Covid, hein, il y a un isolement social, et qui ont subi le plus les conséquences, c'est bien les enfants de maternelle et les adolescents. Et donc tout ça, c'est très dégradé. Et quand on cumule tous ces effets-là, on arrive à des situations de handicap. Donc sur mes 2 classes, je fais tous les ans 2 ou 3 dossiers à la MDA pour des enfants en situation de handicap. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle peu dans les journaux, c'est des choses qu'on tait plutôt, hein. C'est vrai que c'est assez peu public, mais c'est quand même une réalité. Et en même temps, j'ai des élèves qui sautent des classes, hein. Ça, on est vraiment sur des extrêmes, hein, à 5 ans. Et comment faire apprendre à des enfants qui n'ont pas cette base-là, qui ne sont pas en sécurité physiologique, en sécurité dans l'environnement, eh bien, c'est difficile. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur des sujets éducatifs petit à petit, en fait, sur l'alimentation notamment. Donc chez des enfants, ça commence tout petit, hein, c'est déjà nommer les choses. Nommer le nom des fruits et des légumes, ça va jusqu'à faire une pyramide alimentaire à 5 ans. Quand on a travaillé sur le long terme, sur toute l'année, c'est des choses qui peuvent aller assez vite. Hein, dans la notion de féculent, ça avait du sens dans ma classe parce que j'ai un petit élève qui est diabétique, on fait sa glycémie plusieurs fois par jour, etc. Et j'ai travaillé sur un jardin aussi. C'est-à-dire que puisque ces enfants n'ont pas les besoins, n'ont pas accès à la nature, enfin une partie des enfants n'ont pas accès à la nature, n'ont pas le cadre de sécurité minimum, il faut à un moment un lieu d'apaisement. Et donc un jardin, ça peut être un lieu d'apaisement. Et étant engagée, voilà, la mairie de Vannes a dit on va débitumer les cours d'école pour des raisons plutôt d'adaptation, pour faire des îlots de fraîcheur dans la ville. Connaissant mes engagements, ils m'ont proposé de faire ce premier jardin dans mon école. Et donc là, à partir d'un projet, on voit qu'on peut vraiment tirer plein de ficelles de la transition écologique, parce que j'ai dessiné le jardin comme une pièce extérieure, comme un espace de bien-être. Donc avec ce jardin, on tire la ficelle santé, la santé mentale notamment. On peut travailler sur le vivant, sur l'observation du vivant, parce que pour plein d'enfants qui habitent en HLM, etc., eh bien, en fait, ils sont sur un lieu tellement urbanisé que le cycle de la nature, observer le vivant, c'est quelque chose de très éloigné. Hein. Moi, j'ai des élèves à la cantine qui, l'autre fois, qui avaient vu des petites bêtes passer qui étaient complètement hystériques. Une petite bête, c'était quelque chose de complètement nouveau pour eux. Donc, avec ce jardin, on tire la ficelle de la santé, de la biodiversité, observer la biodiversité et l'enrichir. On tire la ficelle du climat, puisqu'on a un lieu qui est rafraîchissant. Les cours d'école en pleine ville, mur blanc, béton, c'est vraiment, ça peut monter à 40 degrés, hein, c'est vraiment très très chaud. Et on tire la ficelle de l'égalité sociale qui fait partie on touche 3 des 4 enjeux écologiques. Donc là, tu soulignes des défis qui s'imposent en fait à toi dans ta pratique d'enseignement. Tu dois adapter le curriculum, tu dois adapter les modalités d'enseignement, et tu montres ici un premier registre d'action
à l'échelle des moyens dont tu disposes en tant qu'enseignante et directrice d'école, avec à la fois ton temps d'enseignement dans ta classe et les mesures, les décisions que tu peux prendre dans l'école ou autour de l'école, avec aussi la question des pistes cyclables. Alors oui, c'était depuis que je suis à l'école, voilà, 80% du conseil d'école, on parlait de sécurité. L'école est sur un boulevard, 2 fois 2 voies en pleine ville. Et au moment du Covid, on a fait une couronne à piste. Et du coup, ça a sécurisé l'école, en fait, puisqu'il y a une piste cyclable qui passe devant l'école. Et donc, je me suis mise à venir à vélo travailler. Et j'avais vraiment envie que cette piste reste. Et tout le monde était sur la ville. Personne ne voulait que cette piste reste parce que ça faisait des bouchons, etc., etc. Alors, du coup, j'ai fait du lobbying. J'ai fait venir les journalistes, Ouest France, Télégramme, j'ai fait venir les parents avec leurs petits vélos, on a fait des photos. Et à chaque conseil d'école, monsieur Ars, vous voyez, c'est bien, toutes les trottinettes, les enfants viennent à vélo 1 fois, 2 fois. Donc cette petite musique, j'ai fait jouer cette petite ritournelle. Et aujourd'hui, les enfants viennent majoritairement en trottinette. Et quand le maire est venu inaugurer le jardin d'école il y a 2-3 mois. Il a dit j'ai remarqué les enfants dans cette école se déplacent en trottinette. Donc pour moi ça avait du sens parce que on résolvait le problème de sécurité lié au boulevard et on commençait à mettre le pied aussi dans la sédentarité en fait. Que c'est une solution pour pallier à la sédentarité et aller sur des mobilités actives. Et on voit aussi une question d'organisation, de coopération, de collaboration. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, donc là, on a à l'école, donc moi j'ai travaillé sur ces projets-là. J'ai collaboré du coup avec les services de la municipalité. Et puis, on peut voir que sur des projets scolaires comme végétaliser un espace, on peut aller beaucoup plus loin. Il y avait un petit webinaire il n'y a pas très longtemps sur la végétalisation des espaces verts, la commune de Lanester qui avait travaillé avec les associations du territoire, avec les habitants, à partir d'un projet typiquement projet espace vert, projet alimentaire, on peut travailler sur un territoire plus élargi que l'école et complètement collaboratif et aller avoir un impact qui sort de l'école. Et on voit que en même temps, la dimension de la transition ne peut pas s'arrêter ni au temps d'enseignement, ni aux moyens dont tu disposes en tant que directrice d'école, ni à la collectivité immédiate des parents qui sont partie prenante du projet éducatif. On voit que là, on touche une dimension plus large qui mobilise finalement ce qui se passe en amont. Quand toi, tu reçois des enfants à 3 ans qui ont des problèmes de dentition, auxquels il faut limer des dents et qui déclenchent ensuite des problèmes d'apprentissage à 3 ans, sont des enfants qui vont avoir des problèmes toute leur vie. C'est pas la même chose d'avoir un enjeu d'éco-anxiété à 22 ans ou à 3 ans. De subir les effets finalement de la crise à 3 ans, ça crée des problèmes que nous n'allons pas pouvoir soutenir collectivement en tant que pays. Donc il faut qu'on se pose la question pour pouvoir pivoter, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en amont. Il y a une question de prévention pour anticiper les problèmes et les résoudre à leurs racines. Pardon, je parle dedans, avant que le problème ne survienne trop tard. Donc, on a là une question de mobilisation sur les filières en amont. Tu veux commenter peut-être ? Oui, oui. Alors, les filières en amont, oui. C'est-à-dire que... je voulais parler aussi de la santé et sécurité au travail. Pour moi, aujourd'hui, parler de transition, c'est vraiment c'est un cadre de sécurité qu'on donne aux enfants parce qu'on parle de leur environnement, en fait, de leur quotidien. Je m'alimente, je me déplace. Et pour moi, c'est aussi un cadre de sécurité parce que c'est là où j'ai l'impression d'avoir un impact sur leur vie future, en fait.
parce que les compétences psychosociales qu'ils n'ont pas en arrivant à l'école, en développant certaines valeurs, ça va les rendre plus résistants. Et aujourd'hui, les enseignants, alors je ne sais pas dans le supérieur, mais les enseignants des écoles primaires et secondaires sont quand même en insécurité. On va pas, et de parler de transition, on redonne du sens à notre travail, et c'est très important. Et pour les jeunes qui sont étudiants, je pense que cette transition, c'est important qu'ils aient un endroit où ils se sentent en communauté. Moi, j'ai mon fils qui est étudiant en prépa cinéma, qui est aussi un jeune engagé. Et ses amis n'ont pas forcément des familles engagées. Et c'est difficile pour eux, en fait, d'avoir un endroit où ils se sentent bien, dans une communauté de valeurs. Et là, on voit émerger par strates, vous voyez qu'on élargit les couches concentriques de l'analyse pour arriver à un périmètre le plus large possible. Ce qui se joue dans les questions d'enseignement de la transition, c'est à la fois en classe, à la fois dans l'établissement, à la fois avec les parties prenantes directement impliquées dans la communauté enseignante, à la fois à l'échelle du territoire. Mais au fond, ce qui se joue, c'est pouvons-nous établir cette destinée finalement de nation comme un projet collectif, un but de société qui doit nous mobiliser, qui doit finir par donner du sens à chacune de nos actions. Pouvons-nous nous mettre au service de ces générations qui arrivent et à qui aujourd'hui nous faisons collectivement défaut, puisque nous les amenons à démarrer leur vie avec un tel handicap physique ou social ou psychologique. Donc il faut qu'on puisse intervenir collectivement pour enrayer ces problèmes. Donc on a une vision finalement là de démocratie qui intervient, et aussi dans le registre des solutions. Je voudrais que tu nous parles du Green Challenge que tu as lancé. Sur le territoire de Vannes, il y a une association qui est d'ailleurs très soutenue par la région, qui voulait lancer sur le long terme un projet de développement durable auprès des étudiants. Donc c'est une association qui a l'habitude de travailler lycée, établissement supérieur, association, territoire, entreprise. Donc c'est déjà une association qui, de base, travaille les différents acteurs, en fait, les différents acteurs des transitions. Donc moi, j'ai proposé de travailler à partir de la fresque de la Renaissance écologique. Ça a été notre point de départ. Et donc, c'est vraiment... on a fait de l'innovation sociale parce qu'on a tout inventé, en fait. On a inventé tout le processus qu'on va essayer de reproduire. Et donc, on a lancé des appels à manifestation d'intérêt. Donc, on a demandé aux entreprises sur quel sujet elles souhaitaient travailler. Donc, il y a quelques lycées qui ont travaillé sur des projets internes, des projets notamment liés à l'alimentation et aux déchets. Et des étudiants qui ont travaillé sur des projets d'entreprise. Et c'était assez amusant parce qu'on a placé tous ces projets sur la fresque de la Renaissance. Et on a pu travailler beaucoup de chantiers de cette fresque. On a travaillé sur les mobilités, sur de la réparation avec une association d'inclusion de personnes en situation de handicap. On a travaillé sur la culture, sur la mise en place d'ateliers pour un festival éco-responsable. On a travaillé sur des déplacements de mobilité en entreprise, dans une grosse industrie, une grosse entreprise internationale. Et ce projet, c'est un projet premier pas qui va diffuser en fait sur le territoire, et c'est vraiment super pertinent de pouvoir faire marcher tous ces gens-là ensemble, l'associatif, l'entreprise, le supérieur et le lycée. Et c'est vraiment un chouette projet qu'on souhaite continuer et c'est un modèle qu'on aimerait voir diffusé dans d'autres territoires. Ce qu'il demande, par contre, c'est du temps d'animation. C'est vraiment ce qu'on a vu.
La notion de temps sur ces sujets de transition, c'est quelque chose de super important parce qu'il faut du monde pour coordonner. Parce que pour que ça marche, cette pédagogie de la rencontre, il faut des coordonnateurs. Il faut vraiment du temps. Il faut donner du temps aux étudiants pour faire vraiment leur projet. Moi, j'étais un peu surprise par ça. C'est que les profs disent « Oui, mais ils ont leur stage. On leur a demandé de faire des projets pour financer leur voyage. » Et ce temps-là, ce temps-là, il est vraiment précieux dans la transition. Le temps, c'est quelque chose un facteur clé de réussite. Il faut que ça mature. C'est pas linéaire en fait cet apprentissage. Et ce qui se joue en fait pour gagner du temps, c'est qu'on va aussi devoir agir dans une urgence avec un temps beaucoup plus court entre le moment où l'idée, la connaissance rentre dans la tête d'un élève et le moment où elle sert, elle est appliquée, elle permet de réduire les émissions, de régénérer le vivant. Et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en avant l'initiative du Green Challenge, parce que c'est à la fois une réussite de territoire, à la fois une mobilisation avec des entreprises qui dessinent aussi une continuité en fin de cursus. On va vers l'emploi et c'est aussi le rappel pour la région qui est en charge le développement économique que ce qui se joue en amont dans l'enseignement et l'enseignement supérieur, ce sont les viviers d'emploi de demain. Et c'est là où on a une innovation pédagogique avec des campus qui doivent pouvoir être aussi l'image de la construction de société qu'on veut pour demain. Et on va aller vers une consolidation, comme tu l'évoquais, du cadre de sécurité pour les élèves qui vivent dans ces campus, ces nouvelles valeurs qui se les approprient. Et on va vers une notion de solidarité qui s'affirme ici de manière fondamentale pour nous permettre de tisser ces liens, consolider les ressources qui nous permettent de relever les défis et ce qui nous amène à poser plus largement, ici par exemple encore, la question du numérique. Tu évoquais l'absence de développement psychomoteur pour certains enfants. C'est aussi notre responsabilité d'adulte. Qu'est-ce que nous mettons sur le marché? Est-ce qu'il est absolument indispensable aujourd'hui de trouver des kits d'influenceurs en plastique pour enfants de 3 ans avec des faux appareils numériques pour leur permettre de se préparer à publier sur Instagram? Ceci est une débilité profonde. Les adultes qui sont responsables de cette mise sur le marché doivent regarder leurs pieds avec honte. Donc on doit pouvoir interroger les valeurs que nous mettons dans la tête de ces enfants sur la base du marketing, des pratiques commerciales abusives, de la recherche de la cupidité. Tout ça, c'est scandaleux. On doit pouvoir l'affirmer avec force. Et on doit aussi pouvoir poser la question de la démocratie. On doit pouvoir poser les questions de nos engagements sur les valeurs qui doivent conduire ces jeunes à participer aux élections. Souvenons-nous de l'abstention immense de cette génération, des moins de 34 ans, c'est même 16 générations. Aujourd'hui, on doit parler au pluriel. Et c'est impensable aujourd'hui qu'on doive peut-être penser à pondérer les votes dans une élection pour dire que quand on a 18 ans, on vote, on a 5 votes. Quand on a 80 ans, on vote, on a 1 vote. Peut-être que ça sera une façon de donner plus d'intérêt aux plus jeunes pour venir voter. Leur voix va compter plus si on leur donne un multiplicateur de nombre de bulletins en fonction de leur âge. Donc plus on est jeune, plus on a de bulletins, plus on est vieux, moins on a de bulletins, c'est normal parce que notre impact sera plus court dans le temps, tandis que les jeunes, eux, ils vont avoir un impact plus long dans le temps. Peut-être que c'est une piste. Alors, on va avoir besoin d'agir autrement. Comment? Et pour gagner du temps, on va devoir faire pour dire. Et une évidence, nous avons un levier formidable pour toucher entre 20 et 40% de la population chaque année, ça s'appelle une kermesse. Ah oui, c'est ça. Pardon, allez. Ah mince. Attendez, ok. Oui, en fait, tous les événements scolaires, les événements festifs sont tous ces tiers-lieux. En fait, c'est vrai, la kermesse, c'est déjà un tiers-lieu. C'est des lieux où se créent plein de choses. Et où on fait alliance en fait. Et faire alliance, c'est vrai que c'est ce qui va nous permettre de gagner cette bataille. Et moi, à la kermesse, par exemple, j'ai fait venir l'association des cuisiniers solidaires qui travaille sur le gaspillage alimentaire. Et pendant la kermesse, les enfants
faisaient du vélo et fabriquaient leur petit smoothie avec des fruits abîmés. Donc là, sur un petit atelier, on a parlé de mobilité, de gaspillage et de bien se nourrir. Donc c'est vraiment des lieux des lieux de diffusion. Et de pratique, on a aussi l'occasion de faire la preuve, de faire la démonstration, de créer l'expérience. Nous avons à l'horizon de l'hiver prochain des prix de gros de l'électricité qui, pour la partie base, sont autour de 360 € du mégawattheure. Pour la partie pic, atteignent ou dépassent 600 € du mégawattheure. Des prix que nous ne connaissons pas, auxquels nous ne saurons pas faire face. Il n'y aura pas de bouclier tarifaire pour absorber de tels chocs de prix. Il y aura des blackouts. Peut-être que cet été, si nous avions anticipé l'usage de ces kermesses, nous aurions eu une foule d'initiatives low-tech qui auraient réutilisé les bouteilles de coca, rappelons-le, les dents des enfants tout à l'heure, les bouteilles de coca ou autres canettes pour faire des panneaux solaires thermiques qui nous auraient permis de pouvoir cuire autrement cet hiver et de nous passer à la fois l'électricité et du gaz. Voilà ce à quoi les kermesses de cet été auraient pu servir. Puisqu'elles n'ont pas servi à ça, préparons le fait que l'année prochaine, en juin 2023, les kermesses serviront à mettre en scène tous ces équipements de cuisson solaire, de panneaux solaires thermiques fabriqués en mode associatif en utilisant les locaux des écoles et des collèges et des lycées et des établissements d'enseignement supérieur. Nous avons là un profond et prodigieux levier de fabrication, de démonstration, de sensibilisation, d'appropriation, d'acculturation, d'engagement. Donc, faisons pour dire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous allons pouvoir faire passer des messages sur la sobriété qui vont devenir des références culturelles, des références de fonctionnement. Rapprochons aussi dans le fonctionnement les marchés des écoles. Organisons des marchés de producteurs aux horaires auxquels les enfants sortent des écoles, puisqu'il y aura des familles qui se regroupent là. C'est le moment où on va rentrer chez soi, donc on est équipé avec des solutions de mobilité. C'est le moment où on peut faire la continuité entre ce que la maîtresse apprend, oui c'est important, 5 fruits et légumes par jour, etc., et puis la pyramide alimentaire, et bim, quand on sort de l'école, il y a le marché où on a des produits frais, bruts, qu'on peut remporter chez soi, parce que par ailleurs, on a aussi peut-être à disposition le triporteur qui fait des tournées et qui appartient aux équipements de l'école. On a bien des barrières Vauban, on a bien des obstacles pour que les voitures béliers ne rentrent pas dans les écoles. Pourquoi ne pas avoir à l'échelle de ces établissements des solutions de mobilité partagée ? On a aussi une question sur laquelle je pense qu'on va choisir nos exemples. Le temps nous a été raccourci, donc nous allons choisir nos exemples. La Maison de l'éducation pour l'alimentation durable. On va parler du projet Montsartou. Donc le projet Montsartou, c'est le projet qui est le plus avancé en termes de cantine scolaire. Le maire a souhaité améliorer en fait le menu de la cantine. Et il est allé à fond. Il s'est dit qu'il allait réduire le gaspillage alimentaire. C'est quand même 30% de notre alimentation qui part à la poubelle tout au long de la chaîne de fabrication. Et donc pour réduire le gaspillage, il fallait faire prendre conscience aux enfants. Donc les enfants, dans cette cantine scolaire, c'est quand même 1500 repas par jour, donc c'est beaucoup. Donc trie les déchets, donc le compost, les plastiques, etc. Et donc il y a un travail de collaboration qui est fait avec l'enseignement, parce que là du coup on est sur commune et éducation nationale. Et donc grâce à cette prise de conscience, les enfants ont pu doser les quantités qu'ils souhaitaient. On a réduit le gaspillage ainsi, et les déchets compostables sont partis vers un maraîchage en régie maraîchère. Municipale, pardon. Ok. Donc une régie municipale, et en l'espace d'un an et demi, 2 ans, il a réussi à proposer une alimentation biologique moins carnée au même tarif qu'avant. Donc, et il a créé de l'emploi. Et donc on est parti sur un cercle vertueux en seulement 2 ans. On peut arriver à des réussites pareilles très rapidement avec une volonté politique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que
cette pratique être diffusée au niveau d'une école, puisqu'il y a des formations qui se sont montées à partir de cette expérience, et que les enfants arrivés au collège maintenant demandent en fait à retrouver la même qualité qu'à l'école. Donc cette propagation par l'expérience, elle marche ici par l'alimentation, mais on sait aussi l'impact des sessions de classe en forêt ou de classe en milieu littoral, avec ici en particulier le bénéfice d'être à Brest, donc d'évoquer la beauté et l'intérêt de ces estrans, de cette relation au milieu qui ouvre de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. On est dans un registre donc, où on sait qu'aujourd'hui les solutions existent. Vu l'urgence, un deuxième registre doit être convoqué, c'est la massification. On ne doit pas se contenter que quelques personnes aient bu la potion magique dans quelques villages entourés de petits de bonhommes, le Danum et autres tranchées romains. Non, ce n'est pas une question de potion magique pour quelques-uns, c'est un deuxième registre. Comment est-ce qu'on massifie? Et là se pose la question, par exemple, du financement. Et comment est-ce qu'on associe les familles, les collectivités pour mutualiser des investissements, considérer avec des banques que les caisses des écoles puissent avoir un fonds d'investissement associé pour se dire que peut-être que c'est grâce aux écoles et aux établissements d'enseignement que nous allons lever des fonds pour pouvoir financer la transition des équipements et des infrastructures des familles dont elles ont besoin. On peut estimer à environ 50 000 € par tête de pipe aujourd'hui le besoin d'investissement en infrastructures. Commençons par des infrastructures que nous pouvons financer grâce au mode de vie qui se construisent de manière finalement contrainte, répétée, prévisible autour des écoles, avec des équipements qui peuvent passer d'une famille à l'autre. Pourquoi ne pas penser équipement de type triporteur à vélo, peut-être avec assistance électrique, au moment du test de grossesse? C'est là qu'on doit transmettre l'information qu'une solution existe et que la solution par rapport à l'enfant qui arrive, c'est pas de penser 3008, 5008, 12008, 50008. Parce qu'on va vers là, hein, le 50008, il est en déplacement, en développement. Donc, question du financement, la question des mobilités douces. J'ai vu les 10 minutes. Donc, des mobilités douces qui s'organisent avec les territoires. Là encore, une question de financement. On a évoqué les flottes de véhicules légers, tout ça. Ça nous amène aussi à massifier, comme l'évoquait Carole, les initiatives portées par Mouansartou avec les maisons d'éducation à l'alimentation durable. Il existe aujourd'hui le réseau 1+ Bio. Pensons réseau, que pouvons-nous faire pour généraliser des solutions qui doivent s'imposer partout? La réduction de la part carnée dans l'alimentation, ça s'installe dans toutes les cantines et ce n'est pas une exception. Il faut qu'on puisse utiliser ce vecteur de communication, d'engagement. Et là encore, rappelons-le, nous avons 700 000 élèves par classe d'âge. Donc nous pouvons toucher une immense partie de la population si nous activons avec détermination ces leviers de mobilisation, de sensibilisation. Et nous devons aujourd'hui aussi entreprendre, innover, oser, rêver peut-être. Nous poser par exemple la question de l'usage de ces bâtiments en dehors des temps d'enseignement. Nous sommes ici dans une parfaite illustration. Ceci est un espace vide d'étudiants et pourtant rempli de gens qui sont ravis d'y être. Donc penser à l'usage hors enseignement scolaire de ces bâtiments, c'est fondamental. À 15h, les cantines scolaires sont fermées. Mais à 16h, les gens ont faim, et à 20h, les gens ont faim. Peut-être qu'on peut imaginer une façon d'utiliser ces cantines scolaires l'après-midi. Peut-être que c'est l'occasion aussi d'apprendre à cuisiner à certaines personnes, maman ou papa, qui dessinent un poisson sous forme de rectangle issu d'une boîte en carton. Non, ça vient de la mer, un poisson. Ça ne vient pas d'une boîte en carton. Et peut-être que c'est la pratique de la cuisine dans ces lieux-là où on va pouvoir mutualiser les chaînes de froid, mutualiser les chaînes d'approvisionnement, apprendre aussi par la démonstration de certaines recettes, valoriser les compétences, l'origine de certains savoir-faire, etc. C'est une opportunité essentielle. Autre enjeu, c'est le logement des enseignants, le logement de la communauté enseignante. Tu veux peut-être dire un mot dessus? Là, on est là. Je te laisse continuer. Oui, le logement, on a une filière de rénovation. On sait que chaque année, on annonce 700 000 logements à rénover. On n'y arrive pas. On en fait 2500 qui sont effectivement des franchissements vers les bons seuils de rénovation. On a au service de cette communauté enseignante, pas seulement les 2 000 € qui sont annoncés pour pouvoir attirer les candidats sur les premiers niveaux de rémunération. C'est l'ensemble finalement des éléments
qui organisent, structurent les modes de vie et qui vont peser parce que sont dimensionnés à l'échelle de filières. Donc entreprenons à grande échelle, pensons également aux facteurs de mobilité et aussi aux solutions financières qui vont incapaciter ces étudiants. Il pourrait être aujourd'hui décent, logique, raisonnable d'allouer un budget d'investissement de, par exemple, 10 000 € par étudiant pour permettre à ces étudiants d'utiliser ce capital pour fabriquer des solutions. Là encore, gagnons du temps, donnons des moyens à ces jeunes qui ont l'envie, qui ont perçu l'urgence, donnons-leur maintenant les moyens d'agir, n'attendons pas 10 ans, nous n'avons pas ce temps-là. Donnons-leur ces revenus de base, par exemple, qui peuvent servir d'investissement pour faire émerger ces solutions dont ils pourront être peut-être à titre associatif, les utilisateurs, les exploitants, les usagers, ou peut-être à titre entrepreneurial, en se disant que ces solutions qu'ils ont pu faire émerger grâce au capital qu'ils ont reçu pour leurs études, ils peuvent l'utiliser pour en faire le début de leur activité professionnelle. Donc on voit émerger ces facteurs d'inclusion, de respect, de tolérance, de solidarité. On voit émerger également des besoins massifiés de flottes partagées. Cet engagement nécessite autant de la volonté que du capital, mais tout ça existe. Mais rappelons-le, nous devons aussi poser la question de l'émergence de ces solutions. Et c'est là où on peut être s'inspirer de Batesville en Arkansas aux États-Unis, qui a couvert les bâtiments, c'est à peu près l'équivalent de ce campus en termes de surface. Eh bien, leur investissement en solarisation à la fois des ombrières, des parkings et des espaces ouverts déjà artificialisés et des bâtiments, dégage un excédent d'exploitation d'1,8 million d'euros par an qui permet d'augmenter les revenus et les salaires des enseignants. Et ils sont tous très contents. Donc ce genre de projet doit là encore être généralisé. Partout où il y a une surface artificialisée, il doit y avoir un panneau solaire. Simple. Donc on va arriver finalement à des défis qui nous interroge. On parle beaucoup d'évidence dans ce dialogue avec Carole aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui nous semblent simples, qui nous interpellent en nous disant mais évidemment. Alors nous devons nous poser la question sur des familles de problèmes. D'abord, de manière évidente, il existe tout un tas de facteurs, de leviers d'action dont nous savons l'importance et dont nous connaissons les solutions. Et pourtant on ne les fait pas. Régler le thermostat à 19 degrés en hiver. Qui le fait? Vous êtes des adorables, gentils, petits personnages. Mais vous sentez-vous la majorité? Non. Voilà. Donc le problème, c'est la majorité. On n'y arrive pas alors qu'on sait qu'on peut et on sait qu'on doit. Deuxième catégorie de problème, on sait qu'on doit faire et on ne sait pas vraiment comment on procéder. Alléger le poids des véhicules. Qui a un véhicule de moins d'1 tonne? De moins d'1 tonne. Moins d'1 tonne. Hein. Ah ouais. Qui ne s'appelle pas un vélo. Ok, il n'y a plus personne. 1, 2, 3, 4. Ok. Infime minorité de la population. On sait qu'on doit massivement réduire le poids des véhicules. 5 minutes, c'est vu. Mais visiblement, là, il y a d'autres types de questions à poser. Et enfin, il y a des choses qui nous arrivent. Qui avait prévu le Covid ? Qui avait prévu la guerre en Ukraine? Pas grand monde. Et pourtant, ah si, bravo. Je pense qu'on pourra tous vous applaudir. Applaudissons-le. Donc visiblement, nous sommes dans une phase où nous subissons des agressions, des bouleversements, des ruptures d'approvisionnement, des facteurs qui s'imposent à nous, d'un point de vue physique, d'un point de vue climatique, d'un point de vue géobiologique, d'un point de vue géostratégique. Et aujourd'hui, force est de constater que nous ne sommes pas adaptés, nous ne sommes pas prêts. Donc on voit émerger ici 3 familles de problèmes, 3 types d'interrogations, 3 types de solutions qui doivent nous amener à penser la question comment enseigner la transition, aussi de manière à répondre à ces objectifs, à se préparer à apporter des réponses segmentées. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous ne développerons pas les mêmes solutions. Pour le premier registre, par exemple, 19 degrés en hiver et 24 en été. C'est évidemment pas une question de technique, puisqu'on sait régler le thermostat. Donc c'est plutôt une question de sociologie, de nudge, de mobilisation sociale, culturelle, de normes, d'acceptabilité, quand on va chez les uns, chez les autres, de quoi on parle, comment est-ce qu'on accepte ça ou pas.
On voit évidemment que ce n'est pas du tout la même question de l'allègement des véhicules ou de la rénovation des logements, etc. Donc vous voyez qu'on va avoir des catégories de problèmes qui nécessitent des catégories de solutions. Voilà ici en une image finalement une synthèse des grandes familles de questions que nous posions, nous, Carole et moi, quand nous sommes interrogés sur enseigner la transition. Et pour mettre un peu de perspective, et il nous reste encore quelques minutes, je les prends, nous les prenons, on voulait vous rappeler donc l'origine de cette image. C'est pas simplement une vision systémique qui nous permet d'articuler ici 24 chantiers. C'est la lecture subjective que j'ai faite après avoir observé cette image. Et je vous encourage à approfondir les ressources, si vous le souhaitez, sur renaissanceécologique.fr, qui est le site que nous avons conçu pour l'association et les différentes applications autour de cette fresque de la Renaissance écologique. Mais il y a là aussi un petit trésor historique qui nous donne de l'espoir. C'est que ces missions qui apparaissent aujourd'hui nouvelles, avec des chantiers et des défis qui reposent sur l'actualité et la perspective d'une résolution de notre siècle, se fondent ici sur l'adaptation, comme vous l'avez vu, d'une fresque de la Renaissance, d'où le titre Renaissance écologique. C'est l'allégorie des effets du bon gouvernement, peinte par Lorenzetti à Sienne en 1338. Et donc on a une continuité historique. Et pour nous, on a un véritable défi d'aller chercher la sagesse des anciens, l'adapter au monde socio-technique dans lequel nous nous trouvons. Et vous voyez que dans cette adaptation, en bas à gauche, vous avez peut-être remarqué une femme en rouge sur un cheval. Aujourd'hui, la mariée porte du blanc et elle jette son bouquet derrière elle. Donc le code social technique a changé, mais la fonction reste la même. Inspirons-nous de la sagesse des anciens qui ont pu penser ces effets du bon gouvernement dans un monde où il n'y avait pas de pétrole et où on pouvait répondre à des besoins de fonctionnement d'une société. On a devant nous également, et vous aurez l'occasion demain d'explorer ça avec Gabriel Plassa, une continuité intellectuelle. On part du même dessin qui était l'objet de coloriage dans l'école maternelle de Carole et que vous allez retrouver demain en tant que support d'illustration des scénarios de l'ADEME Transition 2050 qui montrent que le même objet peut à la fois servir de coloriage pour des enfants de maternelle et de support au travail de prospective le plus avancé en France sur les questions de la transition 2050. C'est pour nous une source d'espoir, comme vous le voyez ici, parce que nous pouvons faire face avec d'autant plus de détermination à des facteurs de crise. Nous pouvons oser regarder en face ces sources d'angoisse, créateurs de solastalgie, d'éco-anxiété. Et nous sommes nombreux ici à partager cette angoisse, cette crainte, cette peur, peut-être ce niveau de désespoir. Mais rappelons-nous que justement, c'est parce que notre amie Greta a mis 8 millions de personnes dans la rue qu'on peut considérer qu'elle fait partie de ces femmes qui sont très libérées. Qui veut chanter C'est une femme libérée. Bon, on n'a pas le temps. Bon, mais je voudrais conclure ici par l'idée que nous pouvons utiliser ce registre aussi un peu plus léger, un peu plus apaisant. Je pense que c'est important que tu parles de l'apaisement. Oui, alors en tout cas, moi, le moment de l'année où je suis vraiment heureuse, c'est à la fin de l'année, je prends la fresque et je mets toutes les photos de tous les projets qu'on a fait dans l'année et c'est comme un puzzle qui se met en place et les enfants se remémorent tout ça. Et même pour des enfants de 5 ans, la fresque, ils voient cet apaisement et c'est moi en tant qu'enseignante, c'est mon moment favori de l'année, c'est là où j'ai envie de vivre. Et allez-y quoi. Franchement, il n'y a pas besoin d'être expert. C'est hyper enthousiasmant, c'est hyper novateur. On peut, vraiment, on y prend vraiment du plaisir. Et sur un campus, vous avez vraiment l'occasion de transformer la société parce que le campus, il peut vraiment fabriquer une nouvelle norme sociale. Et aujourd'hui, le frein au changement, c'est quand même la norme sociale. Et chez les étudiants, s'ils ne font pas la bascule à ce moment-là, ça va être long après. On ancre vraiment des pratiques sur cet âge étudiant. Et pour moi, le campus, c'est un vrai lieu d'expérimentation. Et vous pouvez transformer notre société, vous, enseignants. On vous termine avec cet appel à l'œuvre. Merci d'avoir respecté le timing. Il nous reste 5-10 minutes de questions.
on va déborder un tout petit peu, mais pas trop. Donc à vous les questions. Juste, donc Jacques-François, j'ai vu, signaler quand même que la session de ce matin est enregistrée, les questions aussi. Et merci à Fred de l'IMT Nord pour cet enregistrement, cette mise en ligne. Jacques-François, question courte. Oui, bonjour, Jacques-François Marchandise. Je voulais juste rebondir. Merci beaucoup pour votre intervention. On est dans une école d'enseignement supérieur. Il y en a quelques-unes, et notamment, ça fait quelques années qu'on fait ce constat, qui est que dans les études supérieures qui forment au numérique, en fait, on entend assez peu parler des enjeux éthiques, sociaux et environnementaux du numérique. Ou alors, moi je le sais parce que j'y interviens souvent, avec des vieux intervenants fatigués qui vont cachetonner quelques heures par-ci par-là et de façon un peu généraliste. Alors ça c'est un premier point, et le deuxième point c'est que au bout de quelques années leurs rhodoïdes sont un peu fatigués, ils fondent un peu sur le rétroprojecteur et en fait on a un mal de chien à avoir des capacités pédagogique à la hauteur des enjeux de l'enseignement supérieur, et j'ai l'impression que c'est quand même le moment. On ne peut pas reprocher aux innovateurs du numérique d'être des buses en matière environnementale, etc., s'ils n'ont pas appris ça à l'école. Et moi, je pense qu'il y a des choses très stimulantes qui se sont passées sur les enseignements des transitions, mais pas encore sur le volet numérique où on reste un peu au Green IT, à l'éco-conception, à 2-3 en mode recette. Et j'ai vraiment l'impression qu'on s'en sortirait, non pas en rajoutant seulement des heures dans les maquettes, parce qu'elles sont déjà bourrées à craquer, mais comme vous le dites, en inventant des pratiques, avec des espaces de pratique comme les campus, mais avec des modes de pratique comme voilà, de la formation action, des choses comme ça, du mode projet dans lesquels les étudiants iraient bosser dans la cité, pour le coup, et avec quelque part aussi des communs pédagogiques à développer. Donc moi je pense que ça intéresserait beaucoup de gens d'avoir ce réveil numérique qui pourrait être le pendant du réveil écologique que certains étudiants ont lancé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci Jacques-François. Réveil numérique. Est-ce qu'il y a une autre question ou tu veux... que c'était plus je dirais une interpellation? Peut-être un point sur toi en particulier, Michel, avec ce que tu incarnes sur la pratique des communs. On souhaite ici souligner les trois termes. Faire pour dire, massifier et entreprendre. Ces trois termes-là nous semblent vraiment fondateurs pour organiser un élan beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile aussi, dans la mobilisation conjointe à la fois de la société civile, à la fois des entreprises, à la fois des jeunes qui soient étudiants ou plus étudiants, parce que nous avons là un vivier qui nous permet de toucher très rapidement une immense partie de la population. Et force est de constater qu'aujourd'hui, l'État est encore condamné à double titre pour inaction climatique. Nous pouvons formuler les meilleurs espoirs pour que le nouveau gouvernement et la nouvelle Chambre des députés qui viennent d'être élus s'emparent de ce sujet. Nous pouvons aussi, peut-être, à titre précautionneux, nous dire que peut-être qu'il faudra agir en parallèle de ce que l'exécutif et le législatif vont faire. Et ces trois termes, faire pour dire, massifier, entreprendre, pourront peut-être nous guider dans un monde où le chaos est peut-être là, mais en tout cas, l'énergie de l'action doit nous réunir, doit nous permettre d'unir nos forces. Alors, je rajouterais peut-être un mot qui m'est cher, c'est donner à voir. Ce qui a été présenté aujourd'hui, peu de gens ici connaissaient ce que tu faisais à Vannes. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que les myriades d'initiatives de gens qui font soient valorisées et soient données à voir. C'est aussi un petit appel sur l'Académie. On a un réseau du numérique sur l'Académie. Pourquoi pas un réseau des transitions, et que tout ce qui se fait ici et là dans les écoles, les lycées et les collèges soit donné à voir ici en Bretagne, mais ailleurs. Je crois que c'est vraiment important d'aller aussi vers ce qu'on appelle la coopération ouverte, en mesure où, je dirais, on échange, et quand on a appris quelque chose, on essaye de le faire connaître pour que d'autres se le réapproprient. Oui. En fait, en maternelle, on apprend par l'exemple et par le modèle. Et je crois que sur les transitions, c'est la même chose, en fait. On apprend en miroir. Et pour moi, les deux piliers pour qu'il y ait des changements de comportement, des changements de société, c'est
l'exemple en fait, hein, donc le campus qui peut être vraiment un lieu de création d'une nouvelle société, et la communication, faire savoir ce que, enfin moi nos inspecteurs nous disent souvent dans les écoles qu'on valorise pas assez ce qu'on fait, mais la communication, ça démultiplie l'impact de ce qu'on fait en fait. C'est vraiment super important. Il faut élargir le plus possible. Il faut être fort en communication. Une dernière question peut-être avant de passer à la pause café et après sur les sessions ou l'école d'été. Oui, merci. Merci pour votre conférence, c'était très intéressant. Juste une réflexion en lien avec ce que disait le premier monsieur. Je pense qu'il y a un petit problème quand on parle d'enseignement supérieur et qu'on voudrait appliquer ce type de démarche et d'esprit, c'est qu'en fait, on les noie, nos étudiants, dans une idée d'innovation, qui se rendent des innovateurs, et que c'est vers ça qu'il faut aller. Donc voilà, je pense que ça brouille les messages. Juste une réflexion. Peut-être, oui. Oui, pardon, Mathieu Millet, enseignant à IMT Minalbi. Excusez-moi. Oui. Et peut-être que là, on a un appel à réparer, à soigner, à entretenir, à prolonger la durée de vie, à finalement s'occuper de l'existant en priorité avant de chercher à le remplacer à partir de zéro. C'est aussi une continuité qui fait le lien avec les principes de l'économie circulaire, de la sobriété. Et peut-être qu'il y a de l'innovation dans ce registre-là. Et ce n'est pas l'innovation en soi qui peut être remise en question, mais les orientations que nous donnons à la thématique de l'innovation. Parce qu'il y a beaucoup à innover, finalement. Allez, les questions étaient courtes. Une dernière, peut-être ? Michel Simétique, enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris, à Évry. Alors j'ai une question. Comment vous gérez les parents des élèves ? Parce qu'en maternelle, ça doit être encore à peu près gérable, mais au collège et au lycée, le supérieur, ils ne sont pas encore là, encore que. Comment vous les gérez ? Là, c'est la question de l'alliance, en fait. Et quand il y a, en fait, les enfants qui sont très abîmés, qui arrivent très abîmés à l'école, si on arrive à faire alliance, on arrive à les réparer. Et hélas. Alors les quelques cas où on arrive à faire alliance, j'arrive à réparer. Et sinon, l'énergie, elle s'invente, elle se multiplie pas. Donc je dépense pas d'énergie si j'ai pas de chance. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'ai un ancien élève, moyenne section. Ses parents ont déposé une main courante parce qu'il avait été griffé à l'école. Et c'est un vrai souci, cette alliance. Donc aujourd'hui, on est dans un peu une lutte des classes. Ces groupes-là, en tout cas, les enseignants contre les parents, porter plainte, ça revient à porter plainte contre un autre enfant de 5 ans. C'est fou, mais voilà. Mais c'est le cœur du souci, c'est le cœur, en fait. C'est l'alliance. Une note d'espoir, dans l'école de mes enfants, on a fait des matinées travaux. Et ce sont les enfants, les parents, les enseignants, les ATSEM, le directeur de l'école, qui tous ensemble participent au coup de peinture, à visser un tableau, à changer les néons. Et il y a là le sentiment de fierté de se dire qu'en une matinée, on a économisé 10 000 euros de budget. Et en une matinée, on a créé des liens. En une matinée, on a créé une communauté de destin, une communauté de vision, une communauté qui dépasse finalement ces postures où on creuse des tranchées et là où on répare. Là encore, c'est une nouvelle destination. Faire pour dire nous permet de résoudre des problèmes ici d'isolation, là, de changement de fenêtre. On montre des compétences, on révèle les métiers des parents. On valorise les enfants qui peut-être sont un peu timides en classe, sentant que leur papa ou maman gagne peut-être pas beaucoup de sous, mais en fait ce jour-là, ce sont les rois du pétrole ou de la bicyclette parce qu'ils savent faire plus de choses que d'autres. Donc là encore, la kermesse, on peut la démultiplier, la réinventer et lui donner une finalité concrète qui convainc par la preuve, par l'exemple. On reprend des mots
très simple. Et si les matinées travaux, c'est formidable, c'est une source d'économie. Et aujourd'hui, on va avoir besoin de ces solutions-là. On peut aller beaucoup plus loin en imaginant que ces matinées travaux sont peut-être demain des sessions de formation pour des apprentis. Elles sont peut-être demain des vitrines pour des entreprises qui voudront mettre en scène les solutions de panneaux solaires thermiques ou de composteurs ou de postes de réparation de vélos, etc., qui pourront dire, nous d'ailleurs, on l'a fait là en mode réparation au service de l'école, on a fait un acte bénévole ou citoyen ou philanthropique, mais sachez que notre activité, on est basé là, on est à 500 mètres, d'ailleurs vous pouvez venir à vélo chez nous, et puis voilà les heures d'ouverture, et puis vous savez, on a besoin de stagiaires, donc vous avez des ados, on peut les prendre en atelier découverte en 3e, aujourd'hui on a besoin de saisonniers, et qu'est-ce que font vos enfants cet été? C'est aussi ce genre d'appel où on part des besoins de la communauté, on associe les ressources dont on dispose immédiatement, sans budget, sans autorisation, sans changement de la loi, et derrière on crée un projet collaboratif avec une piste de création d'emplois, de partage de richesses, de répartition de ces richesses, et puis de résolution des crises qui nous posent problème aujourd'hui. Encore un grand merci donc aux deux conférenciers qui ont bien ouvert ce forum des usages et cette école d'été.